Salut la compagnie, nous voici pour un nouvel épisode sur Leap. On va continuer puisque notre stream a bugué la dernière fois et puisque mon internet a craché complètement. Donc voilà. On commence direct ou vous voulez continuer? Non, j'ai envie de dire, là on va pas, comme on avait une conversation sur l'épisode précédent. Ouais, on peut. Ouais. Non. Non, je pense que c'est pas. De toute façon, si les gens, la plupart des gens qui vont regarder ça, regarderont les rediffs, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même des vues sur les rediffs. Ouais, sur les rediffs, j'ai l'impression, ouais. D'accord. Du coup, ce sera essentiellement reprendre là, et puis je pense que on lance et c'est bon. Hein. N'hésitez pas à regarder le replay. Du coup là, juste pour recontextualiser, là, le timecode c'est au moment où Mesmer parle, et du coup dans la logique, en fait, là où par intermédiaire de la CGT autogestionnaire qui a participé au mouvement LEAP, qui nous amènerait à regarder la vidéo sur Nota, l'intervention de Mesmer pourrait nous amener aussi à regarder la vidéo sur Mesmer. Voilà, c'est tout. Ouais. On y va? Je lance. Ouais. Allez, on y va. Traumatisé de mes 68. On n'a encore jamais fait marcher une entreprise si le personnel refuse de la faire marcher. J'espère que certains dirigeants syndicaux convaincront de cette vérité très simple. Il est évident que si le personnel... Il y a un double son, je crois. Ouais, c'est pas de chez moi puisque là j'ai... Du coup, est-ce que ça viendrait pas de chez moi? Je pense, ouais, si t'as le micro extérieur et tout. Ouais, mais du coup j'ai un petit problème parce que j'ai pas mon casque sous la main. Ah merde. Peut-être juste... mais si, relancer, je crois savoir où il est. Ok. Que si le personnel se refusait à faire marcher... Attends, non, en fait. Un jour... Ouais. Là, il vient de couper normalement son... Ah ouais? Ouais. Ou l'autre, Leap mourrait de sa belle mort, condamné à la fois par ses anciens dirigeants et par ses actuels ouvriers. Vous l'avez reconnu? Ah oui, c'est Charles Hernu. Non, c'est quelqu'un sur qui on a déjà fait un portrait. C'est le sympathique Pierre Mesmer. Et on voit que le discours, qui n'est pas du tout un discours de soutien au LEAP, prend quand même en compte l'utilité des ouvriers, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il faut juste remercier les patrons qui prennent des risques en créant des emplois, et puis il faut se dire que le travail, c'est pas une punition. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Mais la magie de la lutte des LEAP... Ouais. Non, ça c'est ça c'est un des accents bourgeois. Ouais. Ah ouais, c'est un accent bourgeois. En tout cas, perso, moi je l'identifie à ça, c'est plus ou moins un accent parisien, mais ouais, c'est cette manière de ponctuer les fins de mots comme ça. Elle ne va pas durer indéfiniment. Le 15 octobre 1973, Pierre Mesmer déclare un peu hâtivement que LEAP, c'est fini. Quelques mois plus tard, en janvier 1974, les accords de Dole sont signés et ils mettent fin à la grève. Un repreneur est trouvé en la personne de Claude Neugender, un publicitaire. Lui, c'est un patron assez particulier parce qu'il est membre du PSU, le Parti Socialiste Unifié, qui partage des idées autogestionnaires. On vous en a déjà parlé dans l'épisode sur Nicole Nota. Il va essayer de reprendre l'usine avec une gestion plus sociale, mais ça va pas très bien fonctionner. Il va se faire dégager par les actionnaires. Un membre de son équipe d'alors pense qu'à LEAP, Claude réalisait un rêve intellectuel, être admis par les syndicats tout en étant patron. Il pensait qu'il pouvait être en symbiose avec le monde ouvrier. Naturellement, il se leurrait. Cette recherche de symbiose a causé sa chute. J'ai une culture politique suffisante pour savoir que la collaboration de classe, ça ne se fait pas. Et j'étais dans la classe patron d'entreprise. Ils étaient dans la classe syndicaliste d'entreprise. Il n'y a pas de coopération entre nous. Oui, ça reste un patron, Neuschwander. Il va pas non plus accéder à toutes les revendications ouvrières. Oui, par exemple, quand Fatima de Mougeot lui demande l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il dit que ça va aggraver les coûts.
L'affaire LIP va encore s'étirer sur plusieurs années, avec une nouvelle grève en 1976 après le départ de Neusgender, grève qui va aboutir à la création de coopératives qui vont finir elles aussi par disparaître. Ah là là, mais ces ouvriers, mais ils savent pas gérer une entreprise, alors qu'avec un patron, mais ça se passerait tellement bien. Lorsque tu vas sur une ligne de production, Mais si tout ça n'était qu'un vaste complot. Non mais vraiment, un vrai complot. Pour tuer LIP. C'est en tout cas la thèse que défend Claude Neuschwander dans son livre « Pourquoi ont-ils tué LIP ?» Bon, le titre est assez parlant. Moi, je m'en vais. Je laisse Maudit résumer ce livre toute seule. Elle n'a pas été prévenue. En fait, je peux pas partir à cause du fil du micro. Bon c'est bon, on peut expliquer la thèse du bouquin? Ouais. Selon Neusgender, la relance se passait bien. Il n'y avait aucune raison économique de licencier qui que ce soit. Pour lui, l'État et le patronat ont délibérément interrompu la relance en suivant un objectif politique clair. Tuer les mouvements ouvriers autogestionnaires. Bon, je vais le dire de façon plus argumentée. Suite à la mort de Georges Pompidou, le gaullisme social perd de son influence. Le temps n'est plus venu de soutenir les entreprises françaises, mais d'embrasser le néolibéralisme et les délocalisations. Lorsque meurt le président de la République, la victoire de son rival, Valéry Giscard d'Estaing, dont l'étiquette d'indépendant est un postiche pour ses convictions profondément libérales, met inévitablement en porte-à-faux celui qui avait pu reprendre LIP grâce à Jean Charbonnel, figure du gaullisme social. Les libéraux, au sein de la droite du patronat du gouvernement, ont gagné. Ils ont eu ce qu'ils voulaient depuis 1973, la mort de LIP. Quant au mois de septembre 1975, la crise du pétrole a amené François Sérac, président du patronat, et le Premier ministre de l'époque, un certain Jacques Chirac, à considérer qu'il allait y avoir un impact sur les entreprises, des fermetures d'entreprises et autres. Ils se sont dit, si on ne fait rien, ces entreprises vont être autant de petits LIP. Ils ont donc fait le choix politique de casser LIP. Et ils avaient des raisons de penser ça, puisque, inspirés par l'exemple de LIP, plusieurs entreprises tentent des expériences autogestionnaires à l'époque. Depuis LIP, d'autres grèves autogestionnaires ont été possibles. Par exemple, en 1976, celle des salariés producteurs des briquets Dupont à Faverges. Donc à cette période, on a à la fois l'État français qui découvre le libéralisme économique, mais on a aussi le patronat qui change de stratégie face aux solidarités ouvrières. Oui, parce que dans les années 60 et 70, c'était encore le plein emploi, et la situation était un peu plus favorable aux travailleurs qu'aujourd'hui. Et une expérience comme LIP, c'est fondamentalement une inversion du rapport de domination entre patrons et salariés. Et ça, les dominants, ils aiment pas. C'est en tout cas la thèse du politiste Guillaume Gourgue. Faire tomber le symbole LIP permet de discipliner les ouvriers. LIP peut être considéré à la lumière de notre enquête comme un symbole de cette disciplinarisation. En cessant de soutenir la reprise de LIP, Discipliner les ouvriers, c'est un petit délire, hein. Pardon? Ah. Non, t'as dit quoi? Ah, j'entends rien. Attends. Ah bah merde. C'est une putain de blague. C'est peut-être le casque qui bug. Ah, je crois que ça marche. Là, c'est bon. T'as dit discipliner les ouvriers, c'est... Et on n'a pas entendu la suite. Je disais du coup, discipliner les ouvriers, c'est un petit délire en termes de volonté patronale. Enfin, je veux dire, on est déjà sur des gens qui, de toute façon, ont la main sur leurs employés. Mhm. Mais en plus, il faut les discipliner. Bah ouais, c'est... Bah de toute façon... Les mecs parlent de leurs employés comme de leurs cheveux. Ça, bah, alors, déjà, j'ai envie de dire, en fait, tu le voyais déjà avant, ça. Hein. Enfin, je veux dire, le syndicalisme est né dans un contexte où les patrons cherchaient à discipliner leurs employés. Non, mais bien évidemment, j'avais lu un article il n'y a pas très longtemps là, sur le fait que depuis le XVIIe siècle, t'as régulièrement des employeurs qui prennent la parole publiquement pour dire que les jeunes générations sont des bons à rien, qui veulent pas travailler, machin. Voilà. C'est ce genre de truc. Et t'as le... attends, faut que je retrouve le nom. Le management scientifique. Donc ça c'est... Ouais, c'est l'autre nom du Taylorisme. Du Taylorisme. Ouais.
qui est vraiment toute la théorisation de comment, justement, en fait, tu disciplines tes employés. Ça comprend une analyse détaillée et rigoureuse, d'où l'accent mis sur le qualificatif de scientifique, des modes et techniques de production, gestes, rythme, cadence, etc. Donc du coup, je voyais un exemple qui était donné, c'est un employé qui regarde par la fenêtre. C'est tant de secondes de perdu dans la production. Donc il faut pas qu'un employé puisse regarder par la fenêtre. Donc il faut pas de fenêtre. Tu vois, ce genre de truc. L'établissement de la meilleure façon de produire, définition, délimitation, séquençage des tâches, la fixation des conditions de rémunération plus objectives et motivantes. Ça prend pas du tout en compte le fait que regarder par la fenêtre pendant quelques secondes, tout comme avoir une pause, tout comme avoir un travail pas trop lourd, etc., etc. C'est des choses qui te permettent d'être plus productif sur le gros de ta journée parce que de toute façon on est des êtres humains, on peut pas être à 100% productif pendant nos 8 heures de travail sans arrêt. À mon avis, ça le prend en compte, mais ça s'en fout. Et justement, ça cherche plus à exploiter jusqu'à plus pour ce qui puisse plus. Et au final, un employé, ça te coûte pas si cher de toute manière. Enfin, surtout dans ces conditions-là. Tu vois, maintenant on dit les employés, ça coûte cher et machin, mais parce que il y a des acquis sociaux qui n'ont pas encore été suffisamment détruits. Et c'est pour ça que tous les patrons se battent contre les charges patronales qui sont les cotisations qui permettent de garantir une retraite et vaguement un chômage maintenant. Mais du coup, selon le contexte de travail, clairement, là, c'est 19e siècle aux États-Unis. Voilà, enfin. Même maintenant, les États-Unis, c'est encore un contexte dans lequel les employés, ça coûte pas si cher, puisque de toute manière, tu peux te débarrasser d'un employé du jour au lendemain. Enfin, même de la minute à la minute. Il y a bien Amazon qui, depuis récemment, paye ses employés $15 de leur minimum, mais en même temps, c'est en échange de conditions de travail parmi les pires du pays. Avec. C'est partout. Hein? Ouais, c'est national, en tout cas, aux États-Unis. Okay. Ouais, c'est aux États-Unis. Le truc, c'est ça, c'est que. Sur la planète, mais c'est national aux États-Unis. Donc, quand je dis aux États-Unis, c'est pas dans un État, quoi. Ouais, ok. Ouais, mais oui, c'est ça, après, les conditions. Mais les conditions sont pires que toutes, et comment on dirait turnover en français Le turnover est absolument atroce parce que du coup ils fatiguent chacun de leurs employés et que bientôt ils auront plus suffisamment de gens en fait pour avoir des nouveaux employés. Dans certaines régions ils sont complètement bloqués comme ça parce que ils sont passés au travers de tout le monde. Ils ont épuisé tout le monde. La deuxième étape, c'est la délocalisation. Justement, là, du coup, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est ce tournant à la fin des années 70, plus ou moins concomitant avec le crack pétrolier, enfin les cracks pétroliers, où le néolibéralisme a le vent en poupe. Et du coup, là où tu avais cette anomalie historique, qui n'est que rarement présentée comme une anomalie historique d'une période de plein emploi où tu as une croissance de baiser et machin, en fait elle prend fin. Elle prend fin. Le néolibéralisme favorise la délocalisation et du coup ça veut dire que c'est plus juste les entreprises qui disciplinent individuellement les employés, c'est l'État qui encourage les entreprises à faire des travailleurs une sous-catégorie sociale. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça c'est Graeber qu'on parle très bien sur comment plus ton poste est nécessaire ou important dans la société, moins t'es rémunéré. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, les agriculteurs, les caissiers, les éboueurs.
Ça dépend tellement comment ils calculent la valeur produite aujourd'hui, que du coup, effectivement, un trader, ça crée une valeur produite énorme, alors qu'en fait, pas du tout. Dans la vie réelle, ça crée aucune valeur. C'est juste que selon le système capitaliste, ça crée de la valeur parce que ça spécule, parce que etc. C'est super étrange de pouvoir créer de la valeur en spéculant sur des trucs. Et au-delà de ça, les infirmiers, les agriculteurs, eux, ils ont presque pas de valeur, parce qu'effectivement, en tant qu'agriculteur, tu récupères pas grand-chose de... Enfin, ouais, voilà, quoi. Et puis C'est ça, de considérer la notion de valeur dans le calcul de ce que vaut un employé, en fait, elle est vite limitée, notamment parce que du coup, tu as plein de tâches qui sont utiles et qui ne génèrent pas de valeur. Qui ne génèrent pas de valeur directe. Après, on peut calculer quand même une certaine forme de valeur au travers de... Ouais, d'accord, on peut s'amuser à calculer, mais ça sert à... c'est pas pour autant que ça sert à quelque chose. Et du coup, c'est quoi la valeur qu'on va calculer pour un médecin? Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est le nombre de patients en moyenne qui va traiter, qui va remettre en bon état. C'est abscon. Oui, et puis c'est pas la peine. Utiliser la notion de valeur pour définir la position d'un salarié, c'est abscon. Et c'est malaisant, parce que de toute façon, comment tu calcules ça de façon logique et juste tout le monde? Je peux pas. Et non, c'est surtout quel cadre tu adoptes pour calculer ça, parce que quand tu calcules la valeur et tout, tu calcules forcément sous le biais du capitalisme. Bah voilà. Du coup, ça veut dire que tu te mets à chiffrer des choses qui devraient pas être chiffrables. Ouais. Après, clairement, ouais. Après, du coup, comme dit Pierre, utiliser la valeur est en soi pas une bonne idée. Même dans un monde où on n'aurait pas ce biais capitaliste, ce serait pas très utile de baser le salaire des gens sur la valeur apportée à la société. Enfin, ça dépend comment. Mais en gros, moi je suis pour un salaire unique, mais ouais, je sais pas. T'es plutôt un friotien. Friot-toi? Je sais pas. Mais du coup, t'es plus sur l'idée du salaire à vie de Bernard Friot. Il y a plusieurs paliers dans le salaire à vie de Bernard Friot. Je suis pas sûr d'être pour les paliers, mais... Oui, un salaire unique et un salaire à vie, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Mais après... Enfin, parce qu'effectivement, on pourrait calculer la valeur non calculée par le biais capitaliste des infirmiers et se dire on paye sur cette valeur-là. C'est-à-dire que... justement, en fait... Pardon, vas-y, finis. Non, vas-y. Le pourquoi je parle du cadre, c'est que justement, quand bien même tu résous une partie des problèmes en considérant un salaire à vie et un salaire unique, tu restes dans la quantification des valeurs. Si tu changes de cadre et que par exemple tu prends un cadre qui est fondé sur les besoins des gens, en fait, t'as pas besoin de parler de salaire, t'as même pas besoin d'en avoir, en fait. Et ces genres de trucs là, je sais plus quel tocard je voyais, enfin, peut-être pas un tocard au demeurant, mais en tout cas, c'était genre, on lui demandait s'il était pour une société sans argent, et immédiatement, ce qui ressort, c'est le mythe capitalisme de la société de troc, avec le pourquoi une société de troc c'est pas efficace et machin. Sauf que en fait une société sans argent n'a pas à reposer sur le troc, déjà parce que le troc n'est pas la seule et unique alternative à l'argent, et que en fait ça pourrait être c'était aussi beaucoup basé sur le partage.
C'est ça, en fait, ça pourrait être juste ça. On s'en fout de savoir que la personne qui fabrique des chaussures peut pas échanger en valeur convenable la valeur des chaussures pour avoir du pain ou je sais pas quoi. En fait, non, désolé, la personne qui... Cette année, tout le monde était chaussé, du coup, désolé, vous n'avez pas le droit de vous nourrir parce que vous avez produit aucune valeur existante dans la société. Voilà. C'est ça, c'est complètement abscon. La personne qui fabrique des chaussures. Déjà, ça peut ne pas être la seule puisque justement, turnover, en fait, dans le bon sens du terme. Tu as le partage des tâches et la rotation des tâches, comme ils faisaient notamment c'est quoi, c'est cela. Et du reste, tu fais en sorte que tout le monde soit nourri, tout le monde soit logé. Et en fait, ça, c'est un travail en commun. Et pour le coup, là, tu as un vrai intérêt dans le taf que les gens font. Ouais. Et c'est valorisant pour la communauté et pour les individus. Carrément. Du coup, voilà, quand tu changes le cadre, la notion même de valeur est différente. C'est pas une valeur que tu quantifies, mais c'est une valeur que tu reconnais. Le fait que tu réponds aux besoins de tout le monde et que les gens œuvrent à ça. Ouais. On lance. Ouais. Que l'action collective des travailleurs ne peut plus empêcher les licenciements. Donc je résume, c'est pas du complotisme évidemment. C'est qu'on assiste à une reconfiguration du capitalisme au mi-temps des années 70. L'État arrête de considérer la défense de l'industrie comme un objectif, le plein emploi est abandonné volontairement et le patronat reprend la main. L'IP est en fait à la fois l'exemple des méthodes militantes de cette époque et la victime de l'idéologie néolibérale qui est en train d'arriver. Et ce moment d'entre-deux, c'est ce que certains chercheurs appellent les années 68. On considère qu'il y a 2 dates de clôture, on va dire. Il y a par exemple l'historien Xavier Vignat, il dit qu'elle s'arrête en 1979 avec la destruction de la sidérurgie lorraine. Et il dit c'est la fin, d'une certaine manière, d'un cycle de lutte ouvrière, d'insubordination très forte, qui comptait que sur elle-même et qui comptait d'abord sur elle-même. Et on passe à un processus d'étatisation des luttes ouvrières. Et du coup, certains et certaines historiennes et historiens, eux, clôt le cycle en 81 avec l'arrivée au pouvoir de la gauche gouvernementale et de François Mitterrand, qui gagne l'élection présidentielle à ce moment-là. On en parlait aussi d'ailleurs dans notre épisode sur le tournant de la rigueur avec François Mitterrand. Enfin, il n'y avait pas François Mitterrand dans l'épisode, mais c'est sur François Mitterrand, parce qu'il est mort. Et tout comme le tournant de la rigueur, la conversion de Giscard et du patronat aux idées libérales, c'est pas naturel. C'est le fruit d'une lutte idéologique. Cette vision libérale vient affronter les idées marxistes et surtout gaullistes dominantes dans les années 60. C'est un processus volontaire, pensé, théorisé, et c'est organisé par et avec l'État. Oui, et c'est pareil aujourd'hui. On a tendance à penser que notre néolibéralisme, c'est l'État qui s'efface au profit du marché. Alors que pas du tout, au contraire. Le néolibéralisme, c'est l'État qui organise sa propre impuissance et qui mime une prétendue incapacité à intervenir sur l'économie, alors qu'il est très actif. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail, 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à un déblocage complet. Et on les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 ou 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. L'État néolibéral, il intervient. Simplement, il intervient en faveur du marché. Il intervient Ouais, en faveur de la dérégulation. Et l'affaire LIP, c'est un peu le... Cette interview de l'autocar, là, elle était folle. Et d'un Philippe, ouais. C'est vraiment... Enfin, en même temps, c'est pas la seule dinguerie que le mec a sorti, hein. Ça m'a habitué à d'autres. Quand il y a eu le débat sur l'âge de la retraite, le mec n'hésitait pas à dire que en fonction du recul
Ah merde, je trouve plus mes mots. Du recul voilà, hein. Et ben donc du coup on pouvait non mais justement pas de l'âge de la retraite, de l'âge auquel les hommes et les femmes vivaient. L'espérance de vie. L'espérance de vie, merci. L'espérance de vie. Du coup, on pouvait imaginer travailler jusqu'à 67, 70 ans et au-delà. Ouais. Donc le mec nous prépare littéralement une société sans retraite, sauf pour les bourgeois. Ouais. Ah, c'est ça, les personnes qui globalement peuvent avoir une retraite et qui paradoxalement ne la prennent pas. Exactement. Parce qu'ils ont des métiers bien plus confortables et plus... Bah, ça va au-delà de ça, enfin je veux dire, c'est pas juste une question d'avoir un métier confortable et de pouvoir continuer à travailler, c'est qu'ils continuent de travailler parce qu'ils se font encore plus d'argent comme ça. Enfin, c'est vraiment Alors, je tiens à préciser que je connais des cas typiquement où tu as des gens qui ne partent pas à la retraite parce qu'en fait, s'ils partent à la retraite, il n'y a personne pour prendre leur relève et que ça manque. Typiquement des médecins. Oui. Certes, les médecins se font du blé et machin. Par contre, les médecins de 72 ou 75 ans et qui continuent à travailler et qui sont cassés et machin, eux, ils font pas ça pour le pognon. Après, ça c'est un autre problème. Enfin, parce que paradoxalement, tu vois, a priori, c'est le cas de Bois. Ici, il part pas à la retraite parce que en fait c'est le seul de 2 médecins dans le bled d'un peu plus de 1000 habitants et ouais, je sais pas combien il a de patients au total, mais s'il se barre, ça fait un manque quoi. Par contre, il défend tout à fait la mobilisation des médecins qui veulent le prix de la consultation à 50. Du coup, je pense que c'est un peu un entre-deux. En sachant que la plupart des médecins qui réclament le passage de la consultation à 50 €, dans ce petit groupe de médecins, parce qu'en fait ils sont quand même pas majoritaires en vrai, notamment parce qu'il y en a qui restent sensibles à l'argumentation de ok, donc en fait les pauvres peuvent aller se faire enculer, et en fait là ils sont là et t'as expliqué que ah bah non, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Donc du coup, t'en as un certain nombre qui en fait sont capables de comprendre que la consultation à 50 balles, ça va, mais par contre, dans la plupart des médecins qui soutiennent cette initiative, ils sont majoritairement prêts à se merde, c'est pareil, c'est un nom que je n'ai plus, mais en gros, déconventionner auprès de la CPAM pour pouvoir mettre le tarif de consultation que eux pensent correct. Et le tarif de consultation que eux pensent correct probablement tourne aux alentours de entre 50 et 80 balles. De ce que j'ai compris, c'est tous ils tournent à peu près autour de ça. Mais comme ils sont déconventionnés, si tu vas voir un médecin comme ça, les mettons 50 balles qu'il va te demander, ce sera intégralement de ta poche. Qui n'était pas forcément le délire quand il demandait justement la consultation à 50 balles. Ouais, bah non, après, de toute façon. À ce niveau-là, c'est un peu le merdier le simple fait, parce que du coup, si les médecins restent en place bien au-delà de l'âge de la retraite et qu'ils sont pas motivés ou pas uniquement motivés par la thune, c'est un problème de l'organisation de la société, du rôle des médecins, d'où ils sont placés, comment, pourquoi. Et c'est le même délire avec le conventionnement. C'est le même délire avec le fait que la sécurité sociale ne rembourse que 70%, et c'est voilà. Ouais, complètement d'accord, et je pense qu'en vrai, on peut faire tout un sujet sur la médecine et pourquoi les médecins s'extraient volontairement de la société pour faire bande à part. Je pense qu'il y a énormément de trucs à dire sur le sujet. Enfin, de toute façon, oui.
Et combien il y a de médecins qui osent donner des interviews absolument sans honte, dans lesquelles ils disent des horreurs absolues. En vrai, on peut faire un truc sur la médecine psychiatre, c'est pas de problème. Mais il y a beaucoup à dire. Enfin, je veux dire, là, si on se lance sur le sujet, on peut parler des dentistes, on peut parler des pharmaciens, qui sont parmi les deux professions de santé qui génèrent le... les dermatos, c'est plus compliqué, parce que les dermatos, pour le coup, c'est pas une profession qui se fait parmi le plus de pognon. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'est un désert médical, comment il est défini, et comment le conventionnement et le positionnement géographique de spécialistes fait que, en fait, tu peux ne pas être dans un désert médical et être quand même dans un désert médical. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, je mettais pas forcément les dermatos dans le même panier que les pharmaciens ou les dentistes, notamment parce qu'en fait, du coup, là où les pharmaciens et les dentistes, alors les pharmaciens sont probablement moins problématiques que les dentistes parce que les pharmaciens n'ont pas de liberté d'installation. C'est-à-dire que les pharmaciens, ils s'installent pas exactement où il veut quand il veut. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, un médecin, oui, et un dentiste, pareil. Du coup, si tu as un dentiste qui a envie de s'installer dans un patelin de 1000 habitants, parce qu'en fait, il considère que ces 1000 habitants ont besoin de soins dentaires, je déconne, en fait, aucun dentiste ne fait ça. En vrai. Non, c'est plus typiquement les bleds ou peut-être des associations dans les bleds, je sais pas, mais qui font venir des dentistes ou autres spécialistes. Parce qu'on assiste c'est ça, quoi. Parce qu'on assiste à un truc de plus en plus souvent. Alors c'est pas le cas de la maison médicalisée à côté de chez moi, mais typiquement il y a un département dans le centre de la France, il y a quelques années, ils ont fait ça, et en fait, ils ont fait pas mal d'émulations. En fait, ils voulaient faire que des médecins s'installent dans le département. Le problème, c'est que trouver des médecins qui veulent s'installer à la campagne, c'est compliqué. Du coup, ils ont fini par faire le choix de laisser tomber la recherche d'un recrutement d'un médecin libéral qui viendrait s'installer de son propre chef pour plutôt partir vers l'embauche. Et du coup, tu as des médecins généralistes salariés par le département qui du coup en fait sont installés là où il y a besoin. Et en fait ne sont que des salariés, donc ils font 35 heures, ils arrêtent de taffer, voilà, ils sont probablement pas payés 7000 balles par mois, et du coup probablement que le contexte est autrement plus sain. Mais du coup ça veut dire que c'est des médecins qui font une croix sur la dimension libérale de leur métier. Et en vrai, cette notion libérale dans la fonction médicale, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens, mais j'ai un peu l'impression, il faudrait vérifier un peu l'histoire, hein, mais qu'en fait, elle émerge en libéral, la fonction du médecin. Elle émerge en libéral, c'est-à-dire c'est-à-dire que du coup, sous l'Ancien Régime, les premiers médecins sont des médecins libéraux. Il n'y a pas de médecine et de médecin d'État. C'est un concept qui intervient bien plus tard. Alors, j'ai envie de dire oui, il me semble. Et, voilà. Et en fait, c'est pas un problème en soi. Le jour où on a envie de revenir sur un truc, on revient sur un truc. C'est pas un souci. Bien sûr. Je pense pas que ce soit ce que Paul disait, mais... Non, je sais. Mais du coup, textuellement, la médecine libérale est problématique aujourd'hui, parce que du coup les médecins décident de s'installer où bon leur semble, commencer du coup pas par les coins où il y en a besoin, et peut-être qu'un peu de coercition des fois ça fait pas de mal. Enfin, au bout d'un moment
le commun des mortels, quand ils vont aller prendre un taf, en fait, ils ont déjà pas forcément les outils pour monter leur entreprise. Du coup, ils vont bien là où l'entreprise qui est prête à les embaucher se trouve. C'est pas l'entreprise qui vient à eux. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment ou à un autre, sous prétexte que ces tocards ont fait 9 années d'études, on leur confère le droit d'aller se poser où ils veulent, à commencer en très grande priorité sur la côte océanique, côté de voilà, là où on fait du surf, tout ça. Ouais, c'est côté de Bordeaux, mais je confonds toujours avec Ajaccio, donc... Ouais, mais moi aussi. Et il y a un patelin, du Bastia. coup... Non, c'est pas Bastia. Non, alors Bastia, c'est en Corse aussi. Voilà. C'est Brise de Nice, tout ça. Non, c'est pas ça. Ouais, mais en tout cas, voilà, on voit... C'est du côté de Osgore, c'est juste à côté d'Osgore. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle, ce putain de patelin? Que je connais en plus, hein. J'y suis allé 2 fois, 3 fois. Biarritz, tout à fait. Biarritz, la ville la plus médicalisée de France. D'accord. Bah après, voilà, tout ça, c'est aussi c'est une question de cadre, c'est une question de culture aussi. Comment on développe une culture où les gens ont vraiment à cœur le soin des uns et des autres. Parce que il faudrait que les gens puissent travailler là, enfin, si tant est que... en fait, c'est ça aussi, enfin, quel cadre de travail, pourquoi le travail et tout ça, mais il faudrait que les gens puissent travailler là où ils habitent et qu'ils puissent habiter là où ils travaillent. C'est pour ça aussi que des fois, c'est chiant de faire venir des médecins, parce que tu peux pas leur garantir le fait qu'ils vont vivre là où ils vont s'installer. On a l'exemple d'un des pharmaciens, hein, mais parce que certes l'installation des pharmacies est réglementée, mais en fait le pharmacien il peut habiter d'ailleurs, et le pharmacien d'Andance il habite à Vienne. Ah ouais. Du coup il y a un petit problème à ce niveau-là. Ouais. C'est Bah là, le mec a fait le choix en fait d'être débile. Mais ouais, non, être débile, c'est pas vraiment un choix. Le problème, c'est que quelles sont les options qui, de manière probante, permettent l'installation à Andance. Ouais. Quelles étaient ces options? C'était pas forcément de la débilité. Bah, je suis désolé. Andance, c'est pas le patelin d'Ardèche le plus riche. Non, mais c'est pas forcément celui où il y a le plus de logements vides en fait. Non, je suis d'accord. Par contre, entre se cogner 45 minutes de route pour rentrer chez soi ou aller bosser, donc se cogner 1h30 de trajet, hein, quotidiennement pour faire tes trajets professionnels, et tu me feras jamais croire que entre Andance et Vienne, il n'y a pas des patelins dans lesquels il y avait des biens immobiliers intéressants. Il a fait un choix. Ce choix est clairement pas le plus pertinent. Et voilà, maintenant, si ça... Non, mais après, ça, c'est un choix qui prend beaucoup de gens, en fait. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, ça encapsule pas mal de trucs qu'on a vu autour des Gilets jaunes. Et en fait, c'est que le transport est souvent secondaire dans la décision d'où tu vas habiter et où tu vas travailler. Travailler, tu le choisis rarement où. Et alors que tu choisis vraiment où t'habites. Ouais. Et que du coup, on a tout ça, c'est l'organisation de la société et la culture de la société qui dit que en fait t'es soumis à ton travail, sauf quand t'es libéral et que tu peux aller t'installer où tu veux, youpi tralala, mais bah oui, non, voilà. Typiquement pharmacien, c'est un travail libéral. Mais oui, non, mais voilà. En fait, moi, c'est là où, du coup, tu vois, je suis un peu gêné aux entournures sur ces sujets-là. En fait,
pourquoi typiquement tu prends les pharmaciens, on a su mettre une dose de coercition dans leur installation, enfin dans la façon dont on a imaginé le système d'installation des pharmaciens. On n'est pas capable de faire la même chose pour les médecins. Et en fait, au bout d'un moment, que le pharmacien... un peu l'histoire et la sociologie de la profession pour voir en quoi, comment. Oui. Je pense que la sociologie de la médecine a déjà été faite et que... J'ai pas dit il faudrait la faire. Oui, non mais je sais bien, je pense que du coup on a des éléments déjà pour nous permettre d'analyser la situation. Je pense que de toute façon les médecins sont dans... Combien de médecins connaît-on qui sont issus de familles de prolétaires? D'ailleurs, j'ai appris un truc intéressant. Je m'étais jamais posé la question de la définition du prolétariat. Et c'est en lisant Graeber que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ceux qui ne possédaient que leur progéniture. Ouais. C'est de ça que ça vient, le prolétariat. Chez les Romains, en tout cas. Après, la manière dont Marx a repris le truc, c'est un peu ça, mais pas tout à fait ça. Parce que justement, le prolétaire possède sa force de travail. Ouais. Sa force de travail qui est déconsidérée oui, mais je veux dire, c'est la valeur que le prolétaire moderne apporte à la société, alors que le prolétaire de l'Antiquité, en fait, il n'apportait que, il apportait ça, en fait, parce que, je veux dire, techniquement, s'il avait que ses enfants, machin, mais c'était aussi pour les éventuels impôts ou l'armée. Oui. Forcément, l'armée. Anyway, après cette petite pause médicale, est-ce qu'on reprend Lip? Ouais. Yep. Je vous laisse le faire, je vais m'occuper d'Emdal vite fait. Ouais. Début de ce changement de paradigme. Mais c'est pas que ça, heureusement, c'est pas le néolibéralisme, il a gagné, circulé, il n'y a plus rien à voir. La lutte, elle est toujours en cours là. Elle est toujours en cours dans un contexte différent aujourd'hui. Les structures de solidarité entre... Au bout de son doigt là, exactement, sur tout pile entre... Stylo bleu et Lip vivra, le bouquin. Exactement, voilà. C'est cool qu'ils nous donnent pas ce morceau de table, qu'on puisse aussi lutter avec eux, quoi, parce que... Comment on fait pour lutter si la lutte elle est sur la table et que... tous à Paris, au studio de Blast. Allez. C'est comme ça qu'on va lutter. ça va leur faire bizarre. Ça va leur faire chelou. On va débarquer à 3. Ça va peut-être pas leur faire bizarre. Non, peut-être pas. Enfin, si, ça peut toujours faire bizarre quand même, 3 mecs qui se ramènent et qui font... Bon alors, elle est où cette lutte? Ah, c'est chelou. Ouais, c'est chelou. On est bien d'accord. Enfin, vas-y, reprends après cette connerie. T'arrives pas à reprendre? Travailleurs, les organisations syndicales et la classe ouvrière elle-même, tout cela est atomisé, affaibli, divisé. Les choses ont changé. Prenez l'exemple de Lip. À l'époque, ils ont eu un énorme soutien médiatique. Et aujourd'hui, l'histoire de cette entreprise est totalement réécrite. Et donc Philippe, vous avez décidé de rapatrier la production ici à Besançon. Alors, comme vous pouvez le voir, ici vous êtes dans un atelier d'horlogerie. La partie assemblage est la partie principale de notre activité ici à Besançon. C'est-à-dire que nous avons des composants, la montre est constituée de différents éléments fabriqués par des sous-traitants et nous assemblons ces produits ici dans l'atelier à Besançon. Dans cette émission présentée par Stéphane Bern, on passe très vite sur l'histoire sociale de Lip pour se concentrer sur la success story du brave patron qui relocalise pour faire du Made in France. Alors que la lutte, bon, c'est vieux, et puis ça a fait divorcer Raymond. Il y a donc eu une séparation qui s'est faite très rapidement avec mon épouse, et toute ma famille m'a rejeté. Pourtant, des luttes d'autogestion, des ouvriers et ouvrières qui reprennent leur usine, ça existe toujours, et parfois ça marche.
Les Fralib, c'était il y a 13 ans, mais l'entreprise existe toujours. Aujourd'hui, vous le connaissez peut-être, c'est le T1336, qui fait référence au nombre de jours de grève réalisés par les travailleuses et les travailleurs. Il y a aussi d'autres exemples. Récemment, Mediapart consacrait un article à la librairie clermontoise Les Volcans, sauvée de la liquidation et prise en coopérative. Ouais. J'arrive pas à faire Malheureusement, ne fait pas trop de bruit dans les médias. Et on a tendance à croire que les licenciements... Pardon, ça fait 4 ans de grève, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Sachant qu'ils ont investi 3 000 € pour racheter à la fin de ces 4 000 ans... Ces 4 000 ans. Ces 4 ans de grève. C'est 4 000 ans, ouais, exactement. 4 000 ans de grève. Mais en même temps, après, c'est un peu comme les 5 000 ans de barbarie d'Asimov. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais n'empêche qu'ils ont dû investir sa race, quoi, parce qu'ils ont pas reçu de salaire, du coup, pendant longtemps, et après, ils ont dû investir de l'argent, sachant qu'ils ont investi leur énergie, leur vie, leur temps, tout ça dans la lutte. Bah, après, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine qu'ils ont été accompagnés. Enfin, du coup, peut-être que les 3000 balles, ils n'ont pas eu à les sortir comme ça. Enfin, ouais. Tu vois, j'ose espérer en tout cas que ça a été fait dans des conditions pas trop dégueulasses. J'espère aussi. C'est dégueulasse, faut dire. En tout cas, ils ont pu le faire, donc ils ont dû recevoir un accompagnement d'une manière ou d'une autre, mais... Bah après, tu sais, je sais pas comment ça s'est passé pour les Fralib, mais du coup, LIP, techniquement, il y avait vraiment ce truc de... on récupère les montres que nous produisons et on les revend. Ouais. Bah, ils en parlaient juste un petit peu avant dans la vidéo, on en a parlé la dernière fois. Ouais, c'était une méthode. Littéralement s'approprier les moyens de production, quoi. Ouais, bah carrément. Et la production, parce que du coup... Parce que, au-delà de s'approprier les moyens, ils se sont appropriés d'une production déjà existante, en plus, non? Enfin, oui, ils se sont accaparés toute la production de vie. Y compris celle qui était déjà produite. Et c'était un acte complètement illégal, mais ça a marché. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de mouvements sociaux qui se sont construits dans la légalité. En tout cas, pas ceux qui ont eu des succès durables. Ouais, c'est ça. Je veux dire, les poseuses de bombes qui étaient les suffragettes ou ce genre de choses. Ouais. Comment tu obtiens le droit de vote quand tu l'as pas? Pas par la légalité. On voit bien ça avec la lutte des droits civils aux États-Unis, parce qu'on parle beaucoup, on aime bien mettre en avant Martin Luther King, qui effectivement était majoritairement pacifique, même s'il a eu quelques discours qui tendaient à exprimer l'utilité de mouvements moins pacifiques, notamment le mouvement de Malcolm X et tout ça, mais il y avait les Black Panthers et Malcolm X qui eux étaient beaucoup plus virulents, les Black Panthers, ils sont allés prendre comment on appelle ça, le siège du gouvernement d'un État aux États-Unis, le Capitole. Oui. Les Black Panthers, ils sont allés prendre le Capitole. Ouais, ils sont allés prendre un Capitole aux États-Unis, et c'est juste après ça que la NRA, qui est donc l'organisation l'organisation qui vend des armes aux États-Unis, le plus grand, je sais pas si c'est une entreprise. Non, je pense que c'est une association. C'est une association, et qui a demandé pour la première fois des mesures anti-armes aux États-Unis, parce que les Black Panthers... ils ont pris le Capitole de Californie. De Californie, d'accord. Okay. Et c'est ce genre d'acte qui a fait se dire aux néolibéraux de l'époque qu'il fallait négocier
avec certes Martin Luther King parce qu'il trouvait quand même que c'était la personne la plus raisonnable qui portait ce mouvement des droits civils pour les Nord-Américains, mais c'est pas que grâce à Martin Luther King. C'est aussi grâce à des actions violentes, illégales, et de toute façon les actions pacifistes de Martin Luther King étaient des actions illégales, hein, donc on ne va pas se tromper. Oui, de toute façon, c'est pas pour rien qu'il a été assassiné. Ça, ouais. Après, on peut questionner aussi la légalité d'un assassinat politique. Hein. C'est toujours tendancieux. Ouais. Je crois pas qu'il y ait quelques cadres de loi qui existent qui disent que un assassinat politique c'est légal, si. Non. Je pense que justement, ça dépend. Déjà, t'avais la proscription chez les Romains, et puis selon les États, t'as toujours plus ou moins des trucs où là, par exemple, on sait que un président français a droit à certaines exécutions plus ou moins sommaires. Ouais, alors c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça, mais on sait que Macron a donné des ordres de tuer des je suis d'accord. Français. Je suis d'accord avec ça. Je pensais notamment du coup effectivement aux fameuses opérations Homo qui avaient été lancées sous Hollande et que Macron auquel Macron a dû faire appel aussi. Où, du coup, t'avais ça. C'est l'autorisation d'aller tuer des ennemis sur le territoire étranger. En fait, le truc qui est touchy vis-à-vis de ça, c'est quelle notion tu mets derrière la notion d'ennemi et surtout d'assassinat politique. Est-ce que quand tu déploies ton armée sur un terrain étranger et que à un moment confronté à X ou Y situation que tu as mis, est-ce que c'est considéré comme un assassinat politique? Je suis pas sûr, même si en fait ça reste une décision politique. Après, tu vois, techniquement, il y a de quoi considérer toute forme d'emprisonnement comme un emprisonnement politique. Ouais. On fait une distinction quand même, et on va dire plus que les ressortissants kanak enfermés en France métropolitaine, c'est des emprisonnements politiques, mais officiellement ça l'est pas. Oui, officiellement. Qassem Soleimani, ce serait un assassinat politique? Ah oui. Ouais. Même si c'est pas au sein du pays qu'il a été tué, quoi. C'est les Israéliens qui sont allés chercher un général iranien, mais c'est quand même un assassinat politique, oui. Comme Khashoggi, pareil. Khashoggi, comme ils disent. Mais c'est Hassan qui dit en turc que ça se prononce Khashoggi, mais Khashoggi ou je sais pas quoi, le journaliste qui s'est fait torturer par les Saoudiens. Torturer des membres, Ouais, tu resitues pas ou Si, torturer, démembrer, c'est ça, oui. C'est à moi que tu demandais ou c'était à Pierre? Non, c'est à Pierre parce que je sais pas, je le sentais. Non, si, je resitue bien là. Ouais. Enfin voilà quoi. Après. Comment on dit Hassan? Khashoggi. Non, comment on dit Hassan? Il demandait. Allô? Et du coup, j'ai pas entendu. Hein. Oui, Hassan, il disait Khashoggi. Il disait pas Khashoggi? Attends. Je sais pas. En francisé, c'est très étrange à dire comme ça, parce qu'il le prononçait à la turque et tu francises. Ils disaient tous Khashoggi? Non, je sais pas. Oui. En France, du coup, il disait Khashoggi. Si la question c'est comment le disait Hassan, il disait Khashoggi. Ah ouais, ok. Khashoggi. En tout cas, c'est la prononciation que j'ai retenue dans ma tête.
Ok. Et il était turc, Khashoggi ? Ouais. Ah, d'accord, ok. Après, c'est toujours que... Voilà, hein, c'est comme ce qu'on disait sur Kamala, la prononciation et machin, en fonction d'où tu viens, de toute manière, ton nom est localisé. Ouais. En tout cas, prénom, Wolves, c'est bien Wolves, pas Wolves. Tac. C'est lui-même qui le prononce comme ça. Ouais. Mais bref. Allez, on reprend la vidéo. Et oui. Ouais, vas-y. Attends, juste pour conclure, en fait, le problème, c'est que c'est comme le terrorisme et machin, ça dépend purement du contexte et quelle autorité détermine quoi. Assassinat politique par les États qui assassinent, ce sera jamais considéré comme un assassinat politique. Pareil pour l'emprisonnement et machin, ce qui fait que il y a toujours moyen de tourner ça sur le fait, en fait, c'était un dangereux terroriste, bien évidemment qu'il fallait le tuer. Et là, on a un cadre légal spécial qui nous permet de ne pas respecter les droits humains pour... Voilà. Ah, et l'assassinat de toute façon de Martin Luther King, et là, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le coupable, techniquement, c'est ça. Mais on sait tous que c'est le FBI. Il n'y a pas des documents qui le prouvent en plus, des documents qui ont été relâchés récemment. Ça je sais pas, là j'ai rien en tête. Non, j'ai pas ça en tête, mais peut-être. En tout cas, c'est très fort suspecté que c'est le FBI, quoi. On sait quelle arme a tué. D'accord. Cela dit, selon le discours de la NRA, c'est les flingues qui tuent, donc le coupable c'est un Remington modèle 760.30-6 Springfield. Et on l'a mis en prison, j'espère. Je sais pas, peut-être décommissionné au minimum. Ouais, j'espère. En fait, on n'a pas remis la main sur le Remington en question, du coup on les a tous enfermés dans un coin. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Yep. Localisation, c'est quelque chose de naturel, de normal. Guillaume Gourde conclut. Voilà ce que nous voudrions tirer de l'affaire LIP pour aujourd'hui. Les licenciements et le chômage de masse ne sont pas des fatalités économiques et ne l'ont jamais été. Leur acceptation est le fruit de décisions politiques qui peuvent être défaites et contestées. Les arènes permettant d'en dénoncer les ressorts politiques peuvent être réouvertes. Il est sûrement l'heure de se convaincre, de nouveau, de la nature politique des choix économiques. Il y a forcément des différences entre maintenant et les années 70. Bon, déjà, on peut plus rouler dans Paris, on peut plus fumer dans les hôpitaux, mais les modes d'action, eux aussi, ont changé. Le vol de stock, les séquestrations, tout ça, ça se voit plus vraiment. Mais il y a aussi de nouvelles formes de radicalité. Si aujourd'hui on prête beaucoup plus attention aux luttes écologistes, aux luttes féministes, c'est aussi parce que des salariés comme ceux de LIP ont pu ouvrir la voie. Oui, même si certaines histoires se terminent par des défaites, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et c'est sur cette note un peu positive qu'on voulait terminer en ce jour de fête internationale des travailleurs et des travailleuses. Positive. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu et que votre premier mai s'est aussi bien passé. Il a dit positif. Avec un nouveau terminé en... C'est aussi parce que des salariés comme ceux de LIP ont pu ouvrir la voie. Oui, même si certaines histoires se terminent par des défaites, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et c'est sur cette note un peu positive qu'on voulait terminer en ce jour de fête internationale des travailleurs et des travailleuses. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu et que votre premier mai s'est aussi bien passé. Il a du feu dans le vœu. Avec un nouveau portrait. D'ici là, luttez bien. Et voilà. Et donc c'était la grève qui a fait trembler le patronat français. De là, on pourrait, en fait, on a trois possibilités si on peut enchaîner aujourd'hui. Il y a Messmer qui a pas un rôle super important dans les LIP, mais qui a un rôle quand même. Il y a Nota parce que ça parle de, en fait, comment le syndicalisme s'est lui aussi réformé et plutôt que
d'être contestataire. Il est devenu, je sais pas, complice, on dira. Et il y a aussi la vidéo sur le tournant de la rigueur. Ça parle de la même époque, ça parle de... Sinon, on peut parler de tout et de rien. Oui, voilà. Ça peut se faire. Moi, j'ai une bande-annonce à vous proposer. Ouais. Mais ouais. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Et ben, justement, en lien, plutôt en lien avec les LIP. C'est une série Arte. Hop. Et je ne trouve pas la bande-annonce. C'est quelque chose, dis donc. Hein. L'élip, l'imagination au pouvoir? Non. Sinon, j'aurais bien parlé du... Voilà. Vas-y. Hop. Vous êtes prêts? Attends, tu voulais... Pardon. Je l'ai mise dans... je l'ai mise dans Watch Together. Ah oui, oui, parfait. Allez, c'est parti. Elle a porté atteinte à ce que l'armée a de plus sacré. On peut pas la laisser dans la nature. Il est où le machin que vous envoyez dans l'intérim? L'armée m'a formé. Déformé. Tu faisais quoi avant, toi? Je t'ai dit de bouger. C'est donc quoi, tu vas me Chuck Norris? Le patronat, les syndicats nous font croire qu'on a besoin d'eux, alors que c'est l'inverse. La camaraderie m'a déjà fait le coup. Depuis, j'ai compris que pour survivre, c'est chacun pour soi. C'est qui, elle? Une intérimaire. Une intérimaire? Vraiment? On diffuse son portrait dans toutes les gendarmeries et on voit ce qui se passe. Je t'avais dit de pas revenir. Si tu la retrouves, c'est pas une femme que t'auras en face de toi. Hein. C'est une machine. Ils reprennent le pouvoir à l'usine. L'usine, canon. Fuck le capitalisme. Je me débrouille, hein. T'es un peu notre porte-bonheur. Franchement, j'ai une gueule de porte-bonheur. Ouais, ça a l'air pas mal. Et du coup, c'est une série un peu d'action, mais du coup avec un vrai discours militant. Et avec ce truc où, du coup, en gros, c'est l'histoire d'une meuf recherchée par l'armée qui trouve un taf dans une usine et le marxiste du coin, incarné par Joey Starr, qui fait très étrange de prime abord. Du coup, va la prendre sous son aile, l'accompagner, et en fait, ils vont mobiliser un peu tout le monde pour que la boîte dans laquelle ils bossent, qui est en train d'être plus ou moins sacrifiée, parce qu'elle a été revendue, je crois qu'il y a une histoire où, enfin voilà, ils veulent changer l'organisation de l'usine, et du coup, les employés se mobilisent pour que l'usine ne ferme pas, et il s'inspire des LIP. D'accord. Sur les conseils du personnage de Joey Starr. Donc c'est une série d'action, mais avec un fond militant et social qui est assez cool. Ouais, ça sent. Et du coup c'est 2023, 6 fois 45 minutes. Ouais, la série se mate assez vite. Ok. Et elle reste assez fraîche, ouais. Voilà. Ça a l'air cool. Mais la série l'est. J'aurais peut-être dû changer le titre du coup. Tant pis. Non, c'est pas la peine. Du coup, tu disais que tu voulais parler de quoi, Jean?
moi j'aurais bien voulu éventuellement parler du Knesset et de comment le Knesset justifie des tortures à partir du moment où c'est fait sur des terroristes, et sachant qu'ils ils considèrent comme combattant tout Palestinien arrêté est considéré comme terroriste automatiquement. Et du coup, les viols répétés qui sont commis dans les prisons israéliennes contre les Palestiniens, tout ça. Ouais, c'est plus la Knesset, mais ouais. La Knesset, d'accord. Ben on peut, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu vous avez vu l'info passer? Ouais, j'ai vu les détails qui sont pas forcément super glorieux, d'insérer un téléphone, de le faire sonner parce que c'est marrant c'est un bâton. Attends, pardon, de quoi? Genre, ils insèrent des téléphones dans leurs prisonniers? Ouais. C'est ce qui, d'ailleurs, a priori, essentiellement caractérise les vols, hein, c'est des insertions forcées. Ouais, ok. Mais c'est... En fait, à ce niveau-là, on n'est pas super loin des saloperies qu'il y avait à Abu Ghraib, à Guantanamo et autres, en fait, ou de ce que les Israéliens ont fait pendant la Nakba. Juste, voilà, ça, c'est les documents qui sortent en ce moment, quoi. Avec justement, comme disaient Jean, c'est discuté comme parfaitement légitime et moral à la Knesset, quoi. C'est ça, voilà. Il y a cette vidéo de cet Israélien qui défend les soldats parce que du coup il est là en train de râler parce qu'il y a eu des conséquences pour les soldats, parce qu'ils ont inséré des barres en métal chauffées dans les anus de leurs victimes, de leurs prisonniers, qui deviennent leurs victimes de toute façon. Mais à un moment, il y a quelqu'un dans le comité ou dans le conseil qui lui dit du coup, insérer des barres en métal chauffées dans l'anus de vos prisonniers, c'est légitime. Et lui qui s'énerve et qui fait tais-toi, oui, c'est parfaitement légitime à partir du moment où c'est fait sur un terroriste. Et il devient complètement fou et le mec voulait boycotter le conseil en question parce que du coup il voulait pas soutenir l'idée qu'il pourrait y avoir des conséquences pour ce genre d'acte absolument atroce, quoi. Ouais. Mais du coup ça correspond bien au régime fasciste qui est en train de se développer en Israël, qui est en train de se développer, qui est déjà bien présent en Israël, et le pire c'est qu'une bonne partie de la population israélienne est en accord avec ces choses-là, avec cette façon d'agir sur les prisonniers. C'est une bonne partie de la population. En fait, ce qui est pas super clair, c'est qu'il y a une bonne partie de la population, il y a une partie de la population qui manifeste contre Netanyahou. Ce qui ne veut pas dire que la population est contre ce qui se passe à Gaza, parce que Netanyahou est un problème en lui-même. Avant même le 7 octobre, il y a des gens qui veulent voir partir, il y a des manifestations contre lui, et c'est un mouvement qui continue. Il n'y a pas au sens strict, à part les antisionistes en Israël, et il y en a aussi, notamment des orthodoxes, qui eux se font violenter par la police et ce genre de trucs, mais t'as pas un mouvement d'ampleur identifié et identifiable de l'extérieur contre le génocide en Israël, je veux dire. T'as clairement un truc contre Netanyahou.
Ouais, mais il y en a même qui veulent remplacer Netanyahou seulement pour pouvoir mieux continuer le génocide à Gaza parce qu'ils considèrent que Netanyahou est une personne tellement impopulaire qu'en fait ça les ralentit dans leur capacité de continuer ce génocide. Ils veulent un globe. Comme en plus il y a un mandat d'arrestation contre Netanyahou, ça fait peut-être partie des trucs qui leur font penser qu'il est trop impopulaire, mais ouais, donc il n'y a pas que des... Ouais, le mouvement contre Netanyahou n'est pas un mouvement contre le génocide à Gaza. C'est un mouvement contre Netanyahou basé sur sa corruption, basé sur son impopularité. Ça fait longtemps qu'il est à la tête du pouvoir aussi, du coup il y a plein de choses qui doivent lui être mises sur le dos par la population. Mais bref. Mais ouais, c'est absolument atroce. Oui, oui, ça c'est clair. Hein. Quand tu vois. Il faudrait que j'ai un écran. Ouais. Faut que tu aies un écran en plus. Que j'ai un écran où on nous voit nous trois en grand. Ah oui. Faudrait faire une scène pour ça. Ouais. Vas-y Pierre, tu disais quoi? Je disais, oui, quand tu vois l'absence de réaction chez nous, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, sur tout ce qui est en train de se passer. Vraiment, moi j'ai été un peu parce que autant je me réjouis pas des Jeux Olympiques, autant du coup j'ai regardé quand même 2-3 trucs. D'accord. Et parce que je crois que ça reste impressionnant. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui restent méchamment impressionnants. J'avoue que le coup de Léo Marchand là, qui a tout défoncé en natation. Parce que il est bien. C'est qui c'est quel nageur qui a été étudié comme ayant la meilleure Phelps. Configuration? Phelps. Ouais. En fait, du coup, Léon Marchand là a niqué les records de Michael Phelps. Le parcours du garçon, il s'est entraîné aux États-Unis. Il a fait ses études dans une université aux États-Unis avec une spécialisation natation. Il a été entraîné par le même entraîneur que Michael Phelps. D'accord. Ils ont des physiques qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux grands, ils ont des grandes jambes, ils n'ont pas de bassin et ils ont les épaules larges. Et du coup, c'est aussi du coup physiquement des corps qui sont faits pour la natation. Ouais. Du coup, une fois que tu as la technique et tout, comme Léon Marchand, en fait, tu te transformes en dauphin quand on te balance dans un bassin, quoi. Ouais, c'est un mec qui est vraiment très important. J'ai vu un reportage là, du coup, alors pas sur Léon Marchand, mais sur Michael Phelps et notamment les techniques de son entraîneur. Donc du coup, entraîneur qui est le même que Léon Marchand. Hein. En fait, le mec est, je pense, plus futé que la plupart des entraîneurs de natation, parce que je pense que sinon C'est-à-dire qu'il commet pas d'agression sexuelle. Et déjà a priori, voilà, je sais pas ce qu'il en est de Michael Phelps, mais en tout cas Léon Marchand sur les réseaux sociaux, il est NFP vénère, donc je pense que c'est pas lui qui sera le plus problématique et voilà, j'ai pas entendu de trucs dégueux sur Léon Marchand, au contraire. Et du coup, pour revenir aux techniques de l'entraîneur en fait, il fait en sorte que ces nageurs, plutôt que de nager à la surface de l'eau, ils font une bonne partie de la traversée sous l'eau, qui est du coup méga physique, hein, parce que les bassins sont pas immenses, donc du coup tu fais donc en gros Michael Phelps et Léon Marchand là ils passent la moitié du temps de la traversée
à peu près sous l'eau. Et en gros, parce que quand tu remontes, en fait, quand tu remontes à la surface, du coup, ça crée des mouvements à la surface de l'eau et ça crée des vagues. Et ces vagues te ralentissent. Parce qu'il y a frottement, effectivement. Et du coup, ce frottement te ralentit. Et du coup, quand tu vas sous l'eau, à partir de 50 cm sous l'eau, tu n'as plus ce frottement. Donc, du coup, les Michael Phelps et Léon Marchand, ils vont à plus de 50 cm sous l'eau pour nager librement, sans frottement. Et après, ils remontent à la surface et ils font ce qu'ils ont à faire, parce que j'imagine que quand tu nages du crawl, en fait, tu nages du crawl, il faut pas... Voilà, donc, mais du coup, ils font... je trouve que c'est une technique de fou, quoi. C'est vraiment ce truc de ne pas gérer le frottement pour gagner un maximum de temps pour aller... c'est une technique que quasiment tous les nageurs ne font pas, à part Michael Phelps et Léon Marchand. C'est pour ça que je comprends pas les autres entraîneurs. Comment on est passé de Knesset à ça? De la Knesset. J'avoue, je sais plus. Je sais pas, t'as voulu parler des Jeux Olympiques, je suppose que c'était dans la catégorie la grande catégorie des choses problématiques, machin. Mais... Ah oui, non, mais oui, moi pour en revenir aux athlètes israéliens, moi je comprends pas qu'ils aient concouru sous bannière israélienne. Ah oui, c'était ça. Bah oui, mais bon, c'est clair. À plus forte raison avec tout ce qui s'est passé là juste avant, et je parle même pas du coup de ce qui s'est passé le 7 octobre, débat ou pas, c'est juste vraiment là dans les quelques semaines qui se sont écoulées juste avant les JO, il y avait beaucoup de trigger warning qui disaient en fait faut pas qu'on les laisse concourir normalement. Oui, mais ça après en fait à ce niveau-là, on voit de toute façon c'est toujours très ironique d'entendre le fait que pas de politique au JO, là où en fait c'est juste profondément politique comme institution et machin, et notamment la manière dont le CIO opère et a de l'influence législativement sur les villes dans lesquelles les JO et autres événements chapeautés par le CIO, alors tu me diras c'est la FIFA, mais techniquement CIO est derrière aussi, hein, mais voilà, en fait, quelque événement sportif d'ampleur dans le monde, ça dépend tout du CIO à un moment ou à un autre. Du coup, c'est toujours politique, et en plus, tu as cette historique de comment l'Afrique du Sud a été traitée, machin. Sachant que, en fait, ça n'a pas toujours été de la même manière. Et pareil pour la Russie, et pareil pour l'Allemagne nazie, et en fait, du coup, voilà, c'est un peu le pays qui accueille, qui détermine la couleur, quoi. Et bon, voilà. Du coup, on a des athlètes russes qui concourent sous une bannière neutre, et par contre, des Israéliens qui concourent. On va pas risquer autre chose. On peut, je suppose, considérer au moins le fait que les athlètes palestiniens et palestiniennes n'ont pas été bannis. Mais voilà, c'est plutôt... Ils ont pas été bannis, mais quand tu vois les réactions sur les réseaux sociaux des gens qui sont complètement outrés parce que y a un drapeau palestinien qui est apparu sur leur écran pendant 40 secondes. Ouais. Non, mais de toute façon, il suffit qu'un mec donne son avis sur le match Mali-Israël pour que, de toute façon, ça parte en couille. Oui, alors je suis d'accord avec ça. Ce que je veux dire du coup, c'est que en fait, le CIO, tout ça, c'est des instances internationales qui ont
la volonté clairement de dépolitiser ce machin-là, mais sauf que personne ne le fait, en vrai, dépolitiser les Jeux Olympiques, à commencer par le président français et tous les membres du CIO. Après, oui, en fait, t'as un entre-deux chelou. Parce que justement, t'as absolument aucun mouvement politique, enfin en tout cas local, tu vois. Par exemple, il y aurait pu y avoir une mobilisation syndicale, il n'y en a pas eu, parce qu'il y a quand même cette idée de trêve olympique ou je sais pas quoi. Et la trêve olympique, à partir du moment où on fait concourir les athlètes russes sous bannière neutre, je suis désolé, la trêve olympique, on s'assoit dessus. Du coup, soit la trêve olympique. Bah, c'est ça, non, mais ça veut rien dire, en fait. À la base, c'est pour des raisons religieuses et que les États grecs se fassent pas la guerre entre eux. Ah ouais. Ouais. Pendant les Jeux Olympiques. On a vu qu'il ne marchait pas là, du coup, dans le cas présent, puisque de toute façon, Israël continue de bombarder Gaza pendant les c'est ça. Justement, c'est pour ça. C'est ce truc chelou où ça dépolitise en même temps que ça politise, puisque il y a le cassage sur toute manifestation palestinienne, mais en même temps, ça dit la trêve et machin, sauf que c'est genre la trêve comme paix sociale. C'est tout. Ouais. Je suis en train de me rappeler qu'avec Jean, quand on streamait avant là, on avait un flic qui venait une fois de temps en temps discuter avec nous. J'aurais bien aimé l'avoir avec nous là, présentement. Parce que je suis en train de me rappeler que là, les flics, ils ont été des calamiteux pendant les JO aussi. Le moindre drapeau palestinien qui faisait défoncer dans la rue, le moindre. Ouais, bah parce que ils ont, en fait, ils ont des ordres contradictoires aussi. Du coup, ils opèrent sur la base du, en fait, allez vous faire foutre. Ce qu'ils savent très bien faire, d'une manière générale. Ouais. Oui, ça fait. C'est bon, plus bien faire. C'est des flics en même temps. Mais je repense à. L'autorité va te faire foutre. C'est Macron et Attal là qui ont été insupportables sur X là pendant les Jeux. Sur Twitter, deadname Twitter. Ouais. Deadname. Parce qu'il deadname sa propre fille Elon Musk, donc autant deadname son. Ah ok, je vais rester sur Ou Twitter. sinon tu dis Twitter, présentement X. Ouais. Formerly. Ouais, mais tout le monde comprend Twitter. Alors que X, à mon avis, il y en a moins qui comprennent. Je pense, ouais. En tout cas, moi, ça me prend toujours un petit moment, X. Ouais, du coup, t'as l'idée. Et du coup, Macron et Attal, c'est deux tâches qui ont du coup pas arrêté à chaque fois qu'il y avait une médaille pour la France de poster un tweet avec c'est ça la France. D'accord. Et pendant ce temps-là, tu vois, dans le même temps, t'avais des images de gens dans les rues en France qui se faisaient matraquer par la police parce qu'ils avaient un drapeau palestinien, quoi. Ouais. C'est ça aussi la France. Après, le problème, c'est qu'avec des notions et des expressions comme c'est ça la France, ça se veut genre univoque. Sauf que non, ça ne l'est jamais. Ouais, non. Enfin, je veux dire, la France est tout aussi fasciste qu'elle ne l'est pas. Ça dépend où, quand et comment. Du coup, la France, c'est la France qui ne se mobilise pas pendant les JO pour ne pas se mettre à dos la population, et c'est la France qui se mobilise à d'autres périodes, quitte à se mettre une partie de la population à dos.
c'est les artisans qui font partie de la petite bourgeoisie, qui mènent essentiellement des combats avec la bourgeoisie, mais qui, une fois de temps en temps, sur un malentendu, se retrouvent un peu plus proches des travailleurs. C'est tous ces paradoxes-là, quoi. Enfin... Là, on peut le lisser, hein. C'est justement ce que veulent faire les autres, hein, les Attal et compagnie. Mais bon, oui, effectivement. Donc là, allez, on arrête avec les JO, on revient sur Israël. Le mec qui a lancé la conversation sur les JO. Mais oui, c'est une catastrophe là. Franchement, enfin, il y a un truc où sur l'arc de mobilisation possible qu'on a, je trouve que c'est vraiment de plus en plus compliqué, tu vois, d'aller dire quoi que ce soit contre la politique israélienne. Là, en ce moment, c'est vraiment compliqué, je trouve. Et encore, je dis ça, nous, on a fait, il y a 2 ans, un truc sur Israël, en 2 parties, où on a parlé de comment Israël privait d'eau les territoires palestiniens, comment, de toute façon, la circulation... Ouais, comment la circulation, effectivement, était complètement ségrégée. Ouais. Et ça, du coup, ça n'a pu que dégénérer encore plus fort depuis que Gaza s'est... il y a eu plus de 500 morts dans... il y a la bande de Gaza, mais il y a les autres territoires... Cisjordanie. La Cisjordanie. Et la Cisjordanie, ouais. En Cisjordanie, il y a eu près de 500 personnes tuées... par des militaires ou alors par des simples personnes israéliennes qui de toute façon en Cisjordanie, dans les territoires occupés, c'est là qu'il y a le plus d'extrémistes, puisque c'est souvent des ressortissants étrangers qui vont s'installer en Israël, en partie des fois pour cacher leurs propres crimes, pour fuir des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes, sinon parce qu'ils veulent botter du cul aux Palestiniens, quoi. Botter les culs de Palestiniens, et du coup, t'as plein d'Israéliens qui vont faire des checkpoints qui n'existent pas, où ils contrôlent alors que c'est pas l'armée, les Palestiniens qui passent. Si les Palestiniens refusent, ils font preuve de violence, et t'as plusieurs... C'est à ce niveau-là que tu vois l'influence... C'est parce que t'en as beaucoup qui sont américains, et du coup c'est la parfaite fusion. Comme Netanyahou, il est américain à la base. Du New Jersey. D'accord. T'as la parfaite fusion entre les deux idéologies où en fait c'est go faire des milices et foutre la merde, quoi. Enfin. C'est les mêmes tocards qui, dans les États du sud des États-Unis, prennent l'initiative de faire la chasse à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un migrant, et qui n'hésitent pas conditionnellement à faire des exécutions sommaires. Ouais. Et puis là, oui, là, c'est vraiment sortir les gens. En fait, c'est reproduire la Nakba encore et encore. Hein. De toute façon, c'est... qui est bluffant sur l'absence totale de réaction de la part de la communauté internationale. Hein. Bah après... Il y a des trucs, on a vu en fait à l'ONU, t'as des délibérations, ça fait longtemps en fait qu'à l'ONU et techniquement la communauté internationale c'est un peu de l'ONU, parce que enfin individuellement je pense qu'au Bangladesh par exemple ils s'en foutent un peu là d'avoir à se prononcer sur ce qui se passe à Gaza. Ouais. Je pense qu'en France justement JO oblige, on n'en parle pas et machin, mais
les résolutions qui condamnent la ségrégation, les résolutions qui parlent de génocide et tout ça, ouais, c'est là. C'est juste que c'est pas médiatisé. Je pense que c'est surtout ça là, le truc. Ouais. Alors, il est né à Tel Aviv, Netanyahou, mais il a passé ses études au MIT. Mais il me semble bien que c'est Massachusetts, du coup. Hein? Le Massachusetts, du coup. Oui, Après, oui, il a oui, peut-être oui. vécu au New Jersey, mais... Et il me semble bien qu'il a vécu au New Jersey, mais je sais plus. Et il me semble bien qu'il est américain, mais il a la double nationalité. Peut-être qu'il a la nationalité. Là, t'as plein d'Israéliens qui ont la double nationalité, parce que... Parce que parce qu'en fait, ils peuvent, n'importe quelle génération, venir s'installer en Israël sous certaines conditions, mais typiquement, t'es juif, t'es citoyen israélien de plein droit. Donc c'est relativement une simple formalité. C'est pour ça que t'as plein de franco-israéliens, que t'as plein d'américano-israéliens. Oui. Mais oui, sinon, il y a du coup, comme on discutait avec Jean l'autre jour, l'envenimement du conflit où Netanyahou, vraiment, là, il est en train de préparer une guerre totale autour de lui. Oui. Avec le Liban, a priori, sitôt avec l'Arabie Saoudite, mais c'est jamais, hein. Bah, tu vois, en fait, c'est ça. Moi, dès qu'il est question de Netanyahou, moi, il y a quand même un truc où régulièrement, j'en reviens au fait que lui et son père, enfin son père, beaucoup, avait un truc pour la politique nazie. Et une proximité intellectuelle franche et assumée. Mais t'as, comme on a vu... de leaders sionistes qui ont une appréciation assumée du régime nazi. Et du coup, tu vois, enfin, ça, c'est... Allô? Il a coupé tout le temps, en fait. L'idéologie. Attends, t'as coupé, Pierre. Ah oui, je suis toujours là. T'es toujours là. Mais pendant un moment, tu l'étais plus. T'as coupé. Du coup, tu disais quoi? Je disais que non, c'est pas grave. Le truc auquel il faut penser, je pense, tout le temps, et ramener ce mec-là à ça en permanence, c'est ça, en fait. Le fait qu'il est poussé par une idéologie toxique, en fait. Ouais, c'est vraiment... Ouais, mais c'est globalement fait. Des gens comme Norman Finkelstein le font très bien, ou des trucs comme ça, mais vraiment les leaders sionistes, les créateurs du projet sioniste étaient admiratifs devant la façon la façon de faire d'Hitler, et il y a des citations comme ça, il faudrait les retrouver. Norman Finkelstein. Bah, c'est ce que je pense que c'est pour ça que j'ai bugué là. Norman Finkelstein. Je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer de retrouver Voilà, c'est Blast qui avait fait un long format
Ouais, sur Netanyahou et son père. Ouais. Pardon. Netanyahou, héritier du fascisme, messie de l'extrême droite. Et hop. Et bon, autant je pense qu'on va pas forcément se lancer dans le visionnage de ça, mais hop, merde, qu'est-ce que j'ai foutu de mon Watch Together? Il est là. Il est là, c'était caché. Il y a le Suisse aussi qui... C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benjamin Netanyahu gouverne l'État hébreu. Voilà, donc du coup, il y a le Netanyahou, héritier du fascisme, dans Watch Together, et en fait, j'ai balancé dans le Discord. Ça pourrait se regarder un de ces quatre. Ouais, mais grave. Pour l'instant, on continue le fil de Lip et tout ça. La prochaine fois, on fera Nota. Ouais. Je pense qu'on peut faire ça. Après, on peut ne pas faire des trucs chronologiquement. Hein. Je veux dire, on peut sauter s'il y a un sujet qui... J'aime bien l'idée du fil rouge. Mais... Bah, disons que le fil reste rouge. Oui. En fait, après, c'est comment on classe les trucs. C'est ça. C'est juste qu'on croise les fils. C'est ça. Voilà, j'ai mis ça dans le Discord, j'ai fait un salon texte Israël. Yep. Voilà. Là. Ok, ben c'est tout bon. Et ouais, je pense que c'est intéressant de se pencher sur ces trucs-là aussi, d'en discuter, c'est important. Ben ouais, carrément. Moi, ce que j'aimerais bien discuter aussi, c'est des luttes de libération, d'indépendantisation, de choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Il y a pas mal de luttes carrément. En Afrique qui sont intéressantes. Ce qui s'est passé sous Chavez, peut-être que ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien étudier un petit peu aussi comment il s'appelle, un président très populaire en Amérique du Sud, qui était un président de l'Argentine, je crois. Tu veux pas dire celui de Bolivie, plutôt? Tu parles de... Comment il s'appelle? Tu parles de celui qui a été élu 4 ans, là? Et qui, récemment... Je parle de celui qui a été arrêté par les États-Unis sous Obama, qui se mettait en scène en train de marquer des buts. Non. Non. Au Chili, sinon. C'est qui? Donc tu parles pas d'Evo Morales? Non. D'accord. Mais sa présidence peut être étudiée aussi. C'était une présidence intéressante. C'est un qui a donné le plus de voix aux... C'est un des présidents qui a donné le plus de voix aux minorités, minorités majoritaires d'ailleurs, de manière assez marrante. Non, parce qu'une minorité ethnique et une minorité numérique, c'est pas la même chose. Oui, effectivement, je le sais bien. Non, j'essaye de retrouver là. Sauf que ça me tenait Javier Milei, mais c'était pas ça, bien sûr. Ouais, mais c'est ça. Alberto Fernandez, son prédécesseur. Ouais. Mauricio Macri avant lui. Federico Pinedo avant lui. Cristina Fernandez de Kirchner avant lui. Pas un qui a eu une longue...
Il y a une statue de lui. Ah, tu confonds pas avec Lula, sinon? Non. Dans le Brésil? Non. Parce que des gens qui ont des statues, j'ai envie de dire, déjà, il y en a plein. T'as pas un contexte additionnel Comme ça... il est devenu plutôt répressif vers la fin de son régime et il a un peu mené la porte aux répressions qui se sont passées, aux répressions fascistes qui se sont passées en Argentine après lui. Donc avant la dictature, alors? Avant la dictature, ouais. Ah, d'accord, parce que la manière dont tu en parlais, ça faisait... Ah non. Donc avant la dictature... Donc Alfredo Palacios, peut-être? Mince, ça m'énerve. Bah, on le retrouvera. D'accord. Dans quel contexte t'as entendu parler de lui? Dans des vidéos YouTube. Est-ce que c'était Perón? Perón. Ah, bah Perón. oui. Perón Justement, qui est c'est un personnage très le controverse parce que du coup il y en a qui l'appellent fasciste, il y en a qui l'appellent socialiste. C'est très voilà. Apparemment, tout bord politique se réclame de Perón. Justement, Milei aussi, on parle de ça, on parle du péronisme, comme en France on parle du gaullisme, là où t'as des gens de gauche et de droite qui se réclament du gaullisme, au tel point que ça veut rien dire, quoi. Enfin, c'est... Perón, au début de son administration, a eu des réformes économiques apparemment qui ont été vraiment bénéfiques pour le pays. Mais c'est à sa dernière présidence qu'effectivement tout a changé et que ça s'est un peu retourné, mais j'aimerais bien étudier un petit peu plus le personnage parce qu'il a pas l'air inintéressant et ça a l'air d'être au milieu d'un contexte qui est aussi très intéressant à étudier. Ok. D'autant plus que c'est avant la dictature, du coup on peut lier à ça. Enfin bref, on verra bien de quoi on parle dans les futurs épisodes, mais il y a plein de trucs dont on peut parler. Il y a des visionneurs qui viennent ici et là. Ouais. Mais ils se font discrets dans le chat, hein. Ouais. Tant pis, hein, ils font comme ils veulent. Après, c'est peut-être pas le genre de stream où tu sens trop ta place pour aller chatter un truc, je sais pas. Bah, j'en sais rien. On aborde des sujets sur lesquels les gens personne peuvent utilisant parler. le chat pour la première fois. Ouais. Saintin. C'est un bot. Ouais. Génial. Wouhou. On a eu un message dans le chat. On en a déjà eu un. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on se voit soit mercredi, soit pour faire des tests stream pour régler l'audio, régler un peu tout ça. Si tu veux, moi. Alors, dans la semaine. En fait, cette semaine, je sais pas trop comment elle va se passer, là. C'est un peu chiant, mais dans la semaine, je dois pouvoir trouver du temps. Ouais. Ou demain soir. Ou demain soir. T'es dispo demain soir, moi, ouais, en tout cas, moi, je suis dispo demain soir. Oui, je pense que ça dépend quelle heure et combien de temps, mais oui.
Bon, on peut se faire un truc rapide aux alentours de 20h. Et on se dit 1h, 1h30, et puis on voit... voilà. 1 heure devrait suffire, même peut-être une demi-heure. Faudrait juste voir différents settings et puis comment améliorer les choses. Quand Pierre parle, mais là c'est dû au fait qu'il n'ait pas son micro, on entend tout son environnement qui s'allume au moment où il parle. Ouais, bah alors ça c'est parce que du coup le son vient de mon ordi, ouais. Et que du coup mon ordi galère. Ouais. Et avec le micro, la dernière fois, il y avait un problème aussi, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ça grésillait. Ouais, je sais pas, en fonction de s'il était proche de son micro ou quoi, mais parce que là, il a pas le micro aussi, mais... Ouais. Un truc comme ça. C'était un truc comme ça. Attendez. Hop. Vous m'entendez là? Ouais. Ok, alors moi je vous entends plus. Ah mince. Je suis pas sûr que ton micro soit... Enfin, je suis pas sûr qu'on t'entende de ton micro, mais si tu ne nous entends pas, ça c'est... Non, alors hop, est-ce que là vous m'entendez de mon micro? Ouais, a priori ouais. Est-ce que du coup les bruits parasites sont non. moins désagréables? Non, si, a priori les bruits parasites sont partis, mais ta voix bug un peu, vas-y parle. Ma voix bug un peu. Alors, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais oui, effectivement, je vois vocal, là je suis en rouge. Ah, ça c'est Taco. À mon avis, depuis tout à l'heure, tu sautes un peu parce que t'as Taco qui saute un peu. Ouais, je pense que c'est ça. Et ce serait ça qui donne une Non, voix mais quand métallique? on aura les moyens, j'achèterai, je pense, quand j'aurai un peu plus les moyens, j'achèterai un ordinateur que je dédierai à ça. Ouais. En tout cas, là c'est nickel. Là tout de suite, c'était nickel. Là, si tout de suite, c'est une c'était question nickel. de co, l'ordinateur. Alors, c'est d'accord, je vais continuer à bouffer mon micro et je vais vous faire de l'ASMR, voilà ce qui va se passer. Non, mais t'es pas obligé, mais tu peux reculer à peine, mais il n'y avait plus la voix métallique. Ok. Donc ce qui serait bien, c'est que ta connexion garde pour que tu puisses ne pas avoir du tout de voix métallique comme ça. Écoute, je ne touche plus à rien, je ne bouge plus. Bah voilà, en gros les tests sont faits, il faudrait que tu récupères cette organisation, cette configuration. Je pense que je vais faire. Faut que je fasse ça, faut que je regarde comment j'installe mon setup parce que du coup je suis pas dans mon bureau. Sinon en fait il faudrait voir si parce que toi t'as un pied, on est d'accord? Ouais. Faudrait voir quelle distance de ta bouche avec le pied est à peu près correcte quoi, pour avoir Ouais, bah en vrai je pense qu'a priori c'est vraiment quand le micro est vraiment pas loin que le son est le meilleur. Ouais, bah, moi je suis un peu loin. 50 cm même pas. Non, oui, non, c'est même 10 cm. Ouais. Après, des fois, je parle un peu plus comme ça, mais on doit quand même bien m'entendre, je sais pas. Ouais, on t'entend bien, ouais. Non, c'est juste que du coup, j'ai pas sorti le pied, donc du coup, je suis obligé de tenir le micro là. Ouais. Et tout à l'heure, j'arrivais pas à voir le son différencié. Il sortait de partout. D'accord. J'ai toujours pas compris pourquoi. Parce qu'il y avait la caméra, je sais pas. Ouais, mais ça reste très étrange que tu vois la sortie son du coup se fasse à la fois sur le zoom, mon ordinateur et mon téléphone. C'est bizarre, d'autant plus que typiquement sur Discord, si tu switches ta caméra, en fait ça te transporte là où est la caméra et pareil si tu visiblement mets ton micro, ouais, mais je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Chelou.
Enfin, bref. Là, il y a un artefact sur ta caméra, c'est très étrange. Plus maintenant. Et on n'entend plus du tout. L'avantage du coup du micro, c'est que je peux couper le micro. Non, mais je peux couper le micro quand je tousse, du coup. C'est pour ça. Ce que je peux pas faire avec mon ordinateur. Non, effectivement. Enfin bref, on peut finir le stream, du coup. Ça fera quelques minutes d'organisation à la fin du stream. 3. Mais Salut c'était tout le cool. monde. Voilà, on a fini sur les lips. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur d'autres trucs. Bon, vraiment, je l'ai dit, je vais le faire, mais je sais pas quand du tout. Mais je vais reprendre le truc, c'est que c'est cela, et peut-être, enfin, dans tous les cas, je vous dirai quand je le fais, vous serez les bienvenus. Ton micro. De quoi ? Plus proche de toi. Ah. Ok. Là, c'est mieux. C'est vraiment, faut vraiment que je le bouffe en fait. Non, mais c'est d'accord. À 10-15 cm, c'est bon, mais là, il était quand même vachement bas, toi. Il était posé. Ouais, il était un peu posé. Ah, d'accord. C'est ok. Je fais gaffe. Bon, bah voilà. Bref,